C'est un travail de funambule auquel Jean-Pierre Lebrun a bien voulu se prêter aujourd'hui et je l'en remercie. Je vous donne quelques éléments simplement sur la généalogie du projet. J'ai effectivement travaillé, comme l'a rappelé Marie-Elisabeth, sur les questions, l'historique et les problématiques des liens entre éducation et psychanalyse, en particulier chez Lacan. Et puis, un collègue m'avait suggéré, mais enfin, pourquoi ne pas t'intéresser au dispositif pédagogique de la psychanalyse, à la question de la formation des psychanalystes, pour en inférer les rouages pour l'éducation en elle-même. Et puis j'ai très longtemps résisté à ça. D'un point de vue méthodologique, ça ne tenait pas de mon point de vue. Et puis je me suis mis quand même à réfléchir sur cette interpellation. Et ce qui m'est venu en premier lieu, c'était de me pencher sur l'histoire du mouvement, des écoles et des institutions de psychanalyse, des institutions au sens d'école de psychanalyse, en me focalisant sur la question du transmettre. Voilà. Qu'est-ce qui se transmet dans les écoles de psychanalyse? Qu'est-ce que la transmission dans le champ de la psychanalyse? Et en quoi les écoles psychanalytiques jouent-elles ce rôle? Alors évidemment, je suis pas psychanalyste, je suis analysant depuis 7 ans, et je suis docteur en psychanalyse, donc je parle à une place un peu particulière, et je suis dans cette démarche à une place un peu particulière, c'est pourquoi j'ai adopté la méthode suivante. La première étape, c'était de faire une revue de littérature, une revue systématique des questions d'école dans le champ psychanalytique, donc dans des grandes bases de données. J'ai essayé de prendre le panel le plus large possible, et notamment les bases de données des écoles psychanalytiques françaises. La deuxième étape, c'était de creuser ces questions d'école dans le corpus de Lacan, parce que c'est peut-être le corpus avec lequel je suis le plus à l'aise, ou en tout cas sur lequel j'ai le plus travaillé. L'idée, c'était de synthétiser ces éléments et de m'adresser ensuite à des psychanalystes pour leur poser quelques questions et puis avoir leur point de vue sur ces questions, savoir ce qu'ils en pensaient. Donc Jean-Pierre Lebrun se prête au jeu aujourd'hui, et je le dis sans filet, c'est-à-dire que c'est une intervention que nous n'avons pas préparée en amont. Je propose de lancer mes questions, si vous êtes d'accord. Une à la fois. Allez, faisons comme ça. La première question, en fait, c'était celle qui m'est venue en dernier, mais c'est celle qui me semble la plus pertinente à vous poser en premier lieu, à savoir, finalement, dans une école de psychanalyse, qu'est-ce qui fait lien social? Comment se caractérise le lien social dans une école de psychanalyse? Par exemple, Freud nous dit que dans la religion ou dans l'armée, c'est la référence à un père, à un maître. Qu'est-ce qui fait lien social dans une école, dans cette communauté qui est une école de psychanalyse? Alors, si vous le permettez, je ne vais pas tout de suite répondre à cette question, parce que je vais... Non, mais c'est pas du tout pour l'éviter, mais c'est parce qu'il y en a une autre là qui m'a été posée, et il y a une précaution oratoire que je veux prendre très clairement. Je vais vous répondre à ces questions en tant que Jean-Pierre Lebrun. Point. Basta. C'est-à-dire que participe à une école de psychanalyse qui s'appelle l'Association lacanienne internationale, dont je fais partie. J'ai même présidé cette école. Aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est à titre personnel. Ce n'est pas du tout en tant que représentant de cette école que je ne dénie absolument pas non plus. Il ne faut pas mélanger les deux, mais je le prends à titre personnel. Deuxième chose, je voulais rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que l'analyse est aussi rejetée? Ça venait, mais je croyais que ça venait dans la première question, mais il y a un peu de changement, peu importe, c'est pas grave. Mais je veux en dire directement quelque chose. De tout bête, et je vais peut-être le dire de manière belge. De manière belge, parce que nous avons en Belgique, vous le connaissez bien, beaucoup de problèmes linguistiques. Les problèmes linguistiques sont très très compliqués puisqu'ils arrivent à ce que la partie nord du pays veut finalement s'autonomiser de la partie sud qu'elle trouve très paresseuse alors qu'eux sont hyper dynamiques et que ça pose des tas de problèmes insolubles vu que Bruxelles fait partie de la partie sud et que Bruxelles, on y parle la langue de la partie nord. Pardon, Bruxelles fait partie de la partie nord, alors qu'on y parle la langue surtout de la partie sud. Bon, voilà. Je vous passe les détails, mais d'où est-ce que ça vient, cette affaire-là? Eh bien, écoutez, en 1830, quand le pays s'est construit, je vous passe tous les détails, je ne veux pas dire ça, mais il a fallu attendre 100 ans, un siècle, pour qu'un jugement de quelqu'un qui était néerlandophone se fasse en français, autrement, se fasse en flamand. Bon, c'est-à-dire que jusque-là, tout se faisait en français. C'était la langue à la fois de la bourgeoisie, c'était la langue des riches, bon, c'était tout ce que vous voulez. Et donc, il y a un siècle,
appelons-le comme ça, d'arrogance francophone que font payer absolument de manière déterminée la partie flamande du pays. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un demi-siècle d'arrogance psychanalytique, particulièrement lacanienne, qu'aujourd'hui, la majorité des intellectuels font payer aux psychanalystes. Je ne demanderai pas... comment ? Je dis bravo et je soutiens complètement. Je ne sortirai pas de cette position parce que moi, je l'ai bien connu. Quand on était psychiatre, il fallait faire une psychanalyse. Si vous n'en faisiez pas, c'est que vous étiez un nul, un ignare. Et toute une série de choses se sont jouées comme ça, qui ont complètement dévoyé la pertinence, par ailleurs, pour moi, claire, de la question de la psychanalyse. Donc là, il y a un gros problème identique à celui qui s'est passé. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, à savoir que c'est la seule raison pour laquelle la psychanalyse est en difficulté. Ce n'est pas du tout ça. Je partage tout à fait le point de vue de ce que vous dites, c'est contre la parole, et contre ce qu'implique la parole et que nous savons de la parole. Mais je voulais quand même le dire, parce qu'il ne faut pas passer à côté de ça. 2 générations après, vous avez les agriculteurs ou les gens dans la rue qui sont toujours en bagarre avec ce qui s'est passé dans la génération. Eh bien, on en est là aussi. Donc ça aussi, c'est un gros poids aujourd'hui, et il faut le savoir, et ça nous interroge. Qu'est-ce que c'est et d'où est-ce que nous est venu? Je dis nous parce que je crois que, moins je pense, mais j'ai toujours été sensible à ça, mais enfin bon, voilà, je participe aussi sans doute, d'où nous est venue cette arrogance de croire que c'est nous qui avions la clé de la solution de l'humanité, en gros. Ça, c'est une foutaise manifeste, parce que si nous avons des outils extrêmement précieux, et j'espère que la raison d'ici, c'est que nous essayons de les utiliser. Nous n'avons pour autant aucune prétention, ni capacité de prétention à nous montrer être les seuls qui ne savons ce que c'est que l'âme humaine. Quand même, ce serait un comble de tout. Voilà ce que je voulais dire en mon nom propre, et je continue à mon nom propre. Votre question, pardonnez-moi, je vais revenir. Mais je devais dire ça avant, bien sûr. Que vous le sentiez. Et Oui. je tiens à préciser autre chose aussi, c'est les psychanalystes qui sont interrogés dans le cadre de cette recherche proviennent d'écoles très différentes. Absolument. C'est l'enjeu aussi. La question était donc, oui, qu'est-ce qui fait lien social dans une communauté analytique, dans une école de psychanalyse? Oui, alors écoutez, ce qui fait lien social dans une communauté analytique, pour moi, c'est exactement ce qui fait lien social n'importe où. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 façons de faire lien social. Vous le tournez comme vous voulez, Freud l'avait déjà repéré, Lacan l'a encore mieux identifié. Soit vous avez un groupe avec chef, soit vous avez un groupe sans chef. Basta. C'est tout, c'est comme ça. Débrouillez-vous, trouvez-moi une autre solution. Moi, je veux bien, je serais ravi. Non. Ou bien vous avez un groupe qui se constitue de manière pyramidale, avec une légitimité reconnue au sommet de celui qui l'occupe, et nous avons cela dans les écoles de psychanalyse. Je vais revenir après sur un peu plus de précision. Soit nous avons un groupe qui n'a pas de chef, qui a des références, mais qui n'a pas d'emblée la possibilité de fonctionner. C'est un tout autre fonctionnement qui est d'ailleurs en jeu pour moi dans la mutation de société actuelle dont je parlerai demain, puisque nous passons d'un modèle pyramidal, hétéronome, où la religion était le modèle du type de lien social, à une société où nous sommes égalitaires, horizontales, et où nous ne voulons plus, nous ne supportons plus que quelqu'un ou quelques-uns viennent prendre une position qui serait ce qui se revendiquerait d'une légitimité pyramidale. Bon, ça c'est quelque chose, à mon avis, de général dans lequel nous évoluons, qui donc n'a pas du tout laissé les psychanalystes à l'abri. Nous sommes pris là-dedans. Mais voilà, du temps de Freud, c'était évidemment le modèle pyramidal qui fonctionnait majoritairement. Donc évidemment, il n'est pas étonnant que l'international continue à fonctionner sur un modèle pyramidal. Lacan est venu mettre un pied dans cette fourmilière avec la légitimité qui, je crois, était la sienne de lutter contre une obsessionnalisation de la psychanalyse. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que la psychanalyse est une science qui n'a rien d'immuable, je crois. Il faut le dire aussi. C'est quelque chose qui bouge tout le temps et qui est en train de nous obliger aujourd'hui d'encore bouger. Donc il n'y a pas de raison de penser que la découverte freudienne est une fois pour toutes admise, déterminée. Elle a ouvert une porte, ça oui, mais lui-même a d'ailleurs constaté que la porte se refermait. Donc il faut tout le temps retrouver quelque chose qui fait la voie. Alors je pense qu'aujourd'hui, l'IPA, c'est-à-dire les freudiens, ce qu'on appelle aujourd'hui les post-freudiens, sont essentiellement organisés sur un mode encore pyramidal.
D'où ils tiennent à tout prix à garder une unité et qu'ils absorbent des Kleiniens, des tas de choses différentes, mais à l'intérieur même, quand même, d'une unité psychanalytique. Alors que du côté des lacaniens, on a plutôt été... Alors, ça renvoie, à mon avis, à la personnalité de Lacan, c'est-à-dire à son génie propre d'avoir entendu que le monde était en train déjà de changer et de percevoir quelque chose. Quand il dit « l'Oedipe ne tiendra pas longtemps l'affiche hein, », rien que ce propos-là, ça veut dire qu'il faut un pied véritablement dans toute la fourmilière freudienne. Donc c'est quelque chose d'absolument... Or il le dit très clairement, l'Oedipe ne tiendra plus longtemps, je crois, le terme l'affiche. Bon, ça veut très bien dire ce que ça veut dire. Alors je pense que sa manière de procéder, sa façon de faire dans son école n'a jamais été sur ce modèle pyramidal. C'est toujours un autre modèle qui a tenté de fonctionner avec une position, Dieu sait pourtant, de lui-même d'exception. Mais enfin, c'était, comme on pourrait dire, une position d'exception qui préparait à ce que ce ne soit plus une position d'exception qui fonctionne. On pourrait dire quelque chose comme ça. Et je crois que du coup, ce qui se passe dramatiquement, il faut le reconnaître, c'est qu'une fois que Lacan a disparu, tout le système a éclaté. Et on est devenu, alors là, on peut caricaturer, mais on est devenu autant de sociétés de psychanalyse que d'avis de psychanalystes. Hein, je caricature, évidemment. Mais dès qu'on n'est plus d'accord, on fait une nouvelle école. Alors ça provoque, vous avez compté, je crois que vous les avez comptés, je ne sais pas combien moi, il doit y avoir une trentaine d'écoles de psychanalyse qui se réfèrent à Lacan. Il y en a des très grosses, l'école de la cause par exemple, il y en a des moins grosses, l'association lacanienne, il y en a des moins lacaniennes, il y en a des plus guillaumaridiennes, il y en a des plus manoniennes, il y en a des moins ceci. Enfin, vous avez une sorte de panoplie qui d'ailleurs vous permet de faire votre marché, si vous voulez. Hein, on est dans l'ère du temps. Hein, bon, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait, mais bon, ça pourrait. Donc je pense qu'il y a quelque chose de ça, que nous épongeons l'évolution du monde dans lequel nous sommes pris. Les analystes ne sont pas à l'abri de ça. Voilà pourquoi, je dirais, comment ça s'organise, le lien social. Donc soit il s'organise sur un modèle très pyramidal encore ancien, soit il s'organise sur un lien qui est beaucoup plus horizontal, mais avec la promotion des parts, des assortis, de plus en plus nombreux, multiples, qui refont alors des groupes et qui refont alors des processus presque de ségrégation à l'égard des autres groupes, ce qui finit par mettre la psychanalyse lacanienne dans un bel embarras, à mon avis. Ça, c'est mon point de vue. À moi aussi, je rappelle, ce n'est que le mien. Parce que c'est un point de vue qui n'est pas à la hauteur de la tâche qui nous attend comme psychanalyste dans la cité. Voilà ce que je pense. Je vous remercie. Si je repars de sécession, hein, une école en 1926, 4 en 1980, c'est beaucoup plus que 50 aujourd'hui, en réalité, et ça continue. C'est un mode de résolution un peu particulier pour des psychanalystes, quand même, qui ont tendance à se séparer ou à se fâcher, ou quand ils ne sont plus d'accord. Ça ne parle pas tellement, finalement, ça se sépare. Mais cette séparation, elle était déjà introduite par Lacan. Lacan lui-même avait acté cette séparation. La question, c'est est-ce que ça fait encore lien social, quoi ? Est-ce que ça fait repère ? Est-ce que ça fait communauté analytique ? Et quels effets, première question, du point de vue de l'extérieur, comment la psychanalyse peut-elle être audible dans ces conditions ? Et deuxième question, est-ce que vous y voyez une issue ou une solution ? Enfin, est-ce qu'on pourrait proposer un dispositif qui permette de, simplement, dans le champ analytique, je dirais que les gens se parlent ? Ben, écoutez, je pense qu'il en est exactement des sociétés d'analystes particulièrement lacaniens, puisque c'est eux qui sont plutôt sur le côté groupe sans chef, je vais dire, pour le dire comme ça, ou groupe avec des moindres chefs. Il faudrait le dire, quelque chose comme ça. Attendez, c'est pas tout à fait vrai non plus, hein, parce qu'ils sont quand même vachement constitués, ils se reconstituent en pyramide, mine de rien. Mais il y a quelque chose d'une sensibilité à ce que ils soient dans la reconnaissance de la singularité, de la prise en compte des singularités peut-être plus importantes que d'autres. Alors, est-ce que ça fait... Mais ils sont donc, à mon avis, confrontés à la même difficulté qui est la société des individus que nous partageons. C'est-à-dire, comment allons-nous encore faire société ? C'est un propos de Gauchet que je trouve génial. Nous sommes dans la société des individus aujourd'hui qui ne savent plus qu'ils font société. Bon, voilà. Donc c'est la première société d'individus qui ne savent pas qu'ils font société.
Non. Et ça nous pend au nez, cette difficulté, avec toute une série de méconnaissances extrêmement graves, dont je parlerai un peu demain peut-être, mais donc nous sommes pris dans la même dynamique, à mon avis. Donc la question du lien social, alors c'est pour ça, de nouveau, vous voyez, là je m'avance encore une fois bien personnellement, je me demande si la question que nous n'avons quand même pas abordée comme psychanalyste n'est pas celle-ci. La résolution du transfert qui est soi-disant faite dans la cure, si elle se déplace dans l'institution, c'est-à-dire si finalement ce qui n'est pas tout à fait réglé dans le travail de la cure se retrouve dans le collectif institutionnel à partir de celui qu'on pressent, et souvent à juste titre, être un peu au-dessus des autres parce qu'il a une place différente, nous nous retrouvons alors avec un drôle de truc, pour le dire comme ça. C'est-à-dire avec un transfert résolu dans le privé, mais irrésolu dans le collectif. Bon. Alors, ce n'est pas d'office vrai. Pourtant, il y a une série de symptômes qui donnent à penser que c'est quand même comme ça. La preuve, c'est à quel point il est coûteux pour celui qui veut quitter son institution analytique de le faire d'une manière qui ne soit pas un déchirement, un rejet, une exclusion, une déclaration d'excommunication, enfin tout ce que vous voulez. Bon. Donc, c'est déjà un symptôme de ce que ça ne devrait pas, en principe, ça devrait être plus simple. Alors, où est la différence entre quelqu'un qui prend son autonomie pour dire quelque chose qui relève de sa singularité et de son originalité, et quelqu'un qui prend son autonomie simplement parce qu'il ne supporte pas la loi que représente celui auquel il s'est soumis pendant un certain temps? La différence, elle est chaque fois privée. Il n'y a pas de réponse générale à ça. Donc il faut chaque fois risquer de poser cette question. Mais je crois que c'est une vraie question. Je crois que vraiment, il y a cette difficulté dans les... oui. Je vous remercie de cette réponse. Ça me permet de rebondir. Une collègue disait, finalement, c'est là la vraie fonction de l'école, c'est-à-dire de traiter ce qui n'est pas, ce qui relève de l'inanalysé chez l'analyste. C'est-à-dire que dans le temps de la cure, il y a mise en retrait, il n'y a pas de mise en jeu possible. Et puis, on invente un espace qui est l'école et on en fait ce qu'on peut, mais c'est là où on va mettre en jeu cette part de jouissance. Alors, je ne sais pas qui vous a dit ça, et je respecte beaucoup cette parole, mais je trouve que c'est un vœu pieux. Je ne suis pas du tout sûr qu'elle y arrive. Je crains que ce ne soit même très difficile. Il ne me reste aussi que 10 minutes, attention, parce qu'elle est terrible maintenant, je peux le dire moi. Alors figurez-vous que ça venait d'une psychanalyste sans école, qui se mettait au travail dans des groupes et dans des groupes attachés à des écoles. Il faut distinguer, à mon avis, deux sortes de psychanalystes, quand même. Il y a le psychanalyste sans école. Je vous avoue que ça me... Je n'ai pas fini ce que j'avais à dire tout à l'heure, j'avais oublié où j'en étais. Le psychanalyste sans école, ça m'embête. Parce que c'est un psychanalyste solipsiste. Et je crois qu'il faut quand même aller se confronter aux autres dans un premier temps. Je crois que l'altérité, il faut reconnaître que nous en sommes tous fichus, du début à la fin de ce que nous sommes. Et que donc c'est un vrai travail d'arriver à s'autonomiser. Celui qui croit qu'il est autonome, malheur à lui. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas fait le boulot pour décoïncider, comme vous diriez, voilà, pour le dire comme ça. Donc, c'est dangereux de prendre cette position, pour moi, de psychanalyste solipsiste. On les a vus de plus en plus fleurir autour des années 90. Il y en a de plus en plus qui, fort sans doute de ce qu'ils avaient repéré, certaines choses qui n'allaient pas dans les institutions auxquelles ils appartenaient, se sont retirés et se sont déclarés psychanalystes à eux tout seuls. C'est quelque chose qui ne va pas, à mon avis, là-dedans. Par contre, le psychanalyste qui ne se en certains temps... Vous savez, les psychanalystes sont des gens particuliers, parce que ce sont des gens qui deviennent mûrs très très tard. Pendant longtemps, ils sont vachement coincés. Bon, donc, mais enfin, quand même, on peut espérer, pardonnez-moi de le dire bêtement, mais au-delà de 70 ans, on peut quand même espérer qu'ils sachent parler tout seuls, quand même, sans avoir besoin de toute leur... Bon. Eh bien, c'est pas si évident que ça, figurez-vous. Comment ? L'inconscient ne connaît pas le temps. Donc, c'est une... Or, je trouve... C'est pour ça que moi, je suis pour
que quelques analystes, je ne prétends pas donner à ça comme une sorte de ligne générale, hein, ce n'est pas du tout mon intention, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelques analystes dans les institutions qui osent se montrer et se déterminer comme post-institutionnels, c'est-à-dire ayant fait tout le parcours et ayant à dire à un moment donné, maintenant je parle à partir de mon lieu à moi et plus à partir de l'école à laquelle j'appartiens. S'il y avait comme ça dans les différentes écoles certaines personnes qui voulaient bien faire cette position-là et l'assumer, je crois que ça aiderait la place de la psychanalyse dans la cité. Parce qu'enfin, quand même, nous avons une responsabilité que je trouve énorme, à savoir, tout particulièrement les lacaniens pour moi, à savoir que grâce à l'enseignement de Lacan, à un trésor conceptuel extraordinaire qu'il nous a livré, nous avons la possibilité de repérer en quoi le monde dans lequel nous avançons est un monde qui fait fi de ce que c'est que la parole et le langage. Bon. Alors, si c'est ça, je ne vais pas développer ça, vous pensez bien, on ne va pas le développer, mais c'est quand même ça, donc je suis d'accord avec votre position de tout à l'heure. Si c'est ça, quel est l'autre qui le fait? Il y a des philosophes qui le font. Il y a des autres gens qui le font. Mais est-ce que le moment n'est pas venu de mettre tous ces gens-là au travail, ensemble, pour remontrer qu'un lien social peut exister hors référence à une seule pyramide, à la condition qu'il intègre le minimum de verticalité toujours nécessaire, faute de quoi ce n'est plus un lien social. Parce que le lien social, vous n'y arriverez pas si vous n'avez pas en même temps la verticalité et l'horizontalité. Mais nous pouvons tout à fait faire prévaloir la verticalité d'hier avec le modèle patriarcal et tout ce que vous voulez qui a eu lieu et qui n'a plus lieu d'être, et aujourd'hui faire prévaloir une horizontalité, de la place donnée aux femmes, toute une série d'égalités, tout en disant que cette égalité citoyenne ne relève pas et n'arrive pas à épuiser complètement, à éponger tout ce qui relève de l'altérité des différences générationnelles, et de l'altérité, rien que pour parler de cela, ça suffit, voire même de l'altérité des sexes, si ce qu'il en est du sexe doit être explicité. Alors bon, mais enfin, au moins de l'altérité générationnelle. Donc, je trouve que c'est le moment venu. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que je suis ici. Je m'excuse, Marie-Elisabeth, merci de l'avoir. C'est un peu pour ça que je suis venu et que j'ai accepté, parce que je trouve que vraiment c'est important d'essayer, de tenter à ce qu'il y ait des analystes avec d'autres disciplines aussi, et pas les analystes qui vont être ceux qui vont dire la vérité de ces autres disciplines. Des analystes avec eux parce qu'ils sont sensibles à certaines choses auxquelles les autres ne sont pas, et vice-versa. Mais qu'ensemble, nous reconstituons quelque chose qui nous donne quoi? Moi, je suis pour carrément une humanologie. Il nous faut une nouvelle science de l'humain, parce que l'humain est en train d'être complètement mal pris dans cette affaire, et on voit bien que ce à quoi nous avons affaire, c'est un naturalisme dans lequel on risque d'être complètement absorbé et qui va nous poser des questions. N'oublions, enfin, non, je ne vais pas aller plus loin là, je vais m'étendre, je le dirai demain. Ouais. Bon. Il me reste deux questions. La première concerne les enjeux de pouvoir, finalement, dans les sociétés psychanalytiques, qui ont été dénoncés, notamment par Lacan. On pourrait s'attendre, de la part des psychanalystes, à ce qu'ils aient... à ce qu'ils sachent, est-ce qu'ils aient développé un certain savoir-faire, disons, avec ces enjeux de pouvoir. Et pourtant, on voit que c'est au cœur des problématiques et des scissions. Vous savez, répondre tout de suite, c'est très simple. Hein. Moi, j'aime bien les proverbes. Hein. Ce sont toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Vous avez compris, quoi. Le problème, c'est que ça m'a confronté à deux versions de la psychanalyse, immanente et transcendante. C'est-à-dire que l'analyste, finalement, il est analyste dans le temps de la séance, et puis après, c'est un être humain. Donc les cordonniers sont les plus mal chaussés. D'un autre côté, dans la pratique de soins, dans la pratique d'éducation, donc des pratiques pas tout à fait comme la pratique analytique, eh bien le praticien est investi de son désir d'analyste. Un psychiatre, quand il travaille comme psychiatre, il le fait aussi quand il est psychanalyste du point de vue de son désir d'analyste. Donc là, je suis plutôt sur une version transcendante de la psychanalyse. Et je n'arrive pas à dépasser cet antagonisme. Donc ma question est, comment on pourrait faire pour résoudre cette tension? J'ai deux arguments qui me semblent cohérents pour dire, finalement, la psychanalyse, c'est quelque chose d'immanent. Non, il y a quand même une transcendance de la psychanalyse. Si vous employez le terme transcendantalité plutôt que transcendance, ça irait déjà un peu mieux pour moi. Parce que justement, vous lui enlevez le côté religieux. Je crois qu'il est quand même vrai qu'il faut reconnaître que la psychanalyse a réglé son compte, mal ou bien, à juste titre ou mal, avec la religion.
Je crois que le travail de Freud a fait ça. C'est quand même la science qui l'a mis en évidence. Mais en même temps, c'est pas pour autant que la psychanalyse, oui, ça c'est quand même, on dit dans L'avenir d'une illusion, une série de choses comme ça, des textes très clairs. En revanche, la psychanalyse ne fait pas, pour autant, n'adhère pas au modèle d'une science réductionniste. On va en parler aussi demain. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la transcendantalité qui est vraiment... C'est pour ça que les lois du langage sont fondamentales, parce que rappeler qu'un être humain est un être de parole et de langage, c'est rappeler qu'il y a une transcendantalité interne, si on veut, au sujet. Et ça, c'est quelque chose qui donc peut-être... mais c'est trop court. Je trouve que votre question mérite beaucoup plus. Je n'aurais peut-être pas la possibilité d'en dire plus, ni à cause du temps, ni même à cause de ma tête. Parce que je n'ai pas encore assez réfléchi à... C'est vrai que votre question sur le désir de l'analyste, qui pousse à la singularité, enfin, finalement c'est quand même quelque chose qui soutient la différence la plus pure possible, se met en difficulté quand il sort du champ qui est celui de la cure. Néanmoins, il a un savoir à partir de là dont il peut revendiquer l'existence dans le discours social. Voilà. Dernière question, je vous remercie. Je le dis avec beaucoup d'humilité et de modestie, mais il me semblait que finalement, la théorie analytique n'avait pas beaucoup progressé depuis, disons une trentaine d'années. C'est-à-dire que dans l'histoire de la psychanalyse, on a affaire à des fulgurances, à des maîtres, et ça, je dirais, jusque dans les années 80. Et puis, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une clinique qui fonctionne. Il n'y a pas de doute sur la clinique, et les cliniciens qui ont témoigné à cette table, voilà, nous l'ont prouvé de nouveau. Mais du point de vue de la théorie, on n'est plus confronté à un nouveau champ conceptuel, un nouveau champ lexical, enfin, un univers de sens nouveau, comme ça a pu être le cas avec Freud, avec Lacan, avec Winnicott aussi et d'autres. Je crois que vous avez tout à fait raison. C'est vrai, c'est comme ça. Il faut donc attendre soit quelqu'un d'autre, soit nous-mêmes, à accepter de sortir du psittacisme et de la répétition. Parce qu'enfin, Lacan, c'est quand même fou, c'est qu'il a aussi permis des répétitions annonantes, qui ne veulent plus rien dire. Bon. Donc il faut peut-être attendre que ça s'épuise pour que certains vont pouvoir en faire autre chose. Je ne crois pas nécessairement à l'analyste extraordinaire qui est encore dans les langes et qui va tout à coup... c'est peut-être pas d'office comme ça que ça va évoluer. Par contre, ce qui, à mon avis, et ça je le dis aussi de nouveau à titre personnel, l'impact du discours sociétal va être crucial dans l'affaire. C'est pour ça que je vous posais ma question sur penser la subjectivité aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être crucial, parce que le psychanalyste a peut-être trop eu, et ça c'est un défaut qui, je crois, qu'il faut respecter comme une pathologie presque liée à son art lui-même. Le psychanalyste, c'est quand même quelqu'un qui croit que parce qu'un sujet s'est mis en ordre avec l'ensemble du discours dans lequel il a été construit lui, c'est-à-dire essentiellement familial, est en ordre avec la question de l'autre. Or, ce n'est pas vrai. Je crois qu'il n'est en ordre avec la question de l'autre que quand il a pris la mesure de comment ça se passe aussi dans le sociétal, dans la société de ceux qu'il fréquente, et que donc il y a là des déterminants extrêmement importants. Dire, comme l'a dit Lacan, le discours est le discours de l'autre, il ne dit pas qui est l'autre lorsqu'il dit ça. L'autre est à la fois l'autre familial, l'autre parental, et évidemment que c'est ça qui nous détermine le plus. Là-dessus, je crois que personne ne va nous... Bon. Mais attention, il faut aussi savoir que nous sommes déterminés par la façon dont cet autre parental lui-même a été déterminé par l'autre sociétal dans lequel il se trouve. Et quand vous avez aujourd'hui toute une génération de parents dont on n'est plus sûr qu'ils ont encore la légitimité d'être parents, ou qu'ils se la sentent, ça risque d'avoir des conséquences sur la construction psychique elle-même. Vous voyez, donc là, il y a toute une série de points qui sont qu'il faut prendre comme des difficultés, je dirais, internes à la compétence analytique elle-même, que nous avons à assumer. Mais il ne faut pas s'étonner qu'elle fasse partie de la donne, quoi, de la difficulté.
Voilà, je crois qu'on va en rester là pour pouvoir avoir une ou deux questions qui se sont manifestées pendant que tu parlais. Je suis très contente. Jamais j'aurais pensé, il y a 9 ans, lors du premier et du deuxième, et surtout le pire de tous pour moi, quand j'ai été toute seule face à un amphi, etc., à essayer d'amener tout doucement ce qui était dit là, ça pourrait un jour se dire aussi bien et que nous aurions des appuis dans des disciplines aussi variées que la philosophie, que d'autres spécialités médicales, que la pédagogie. Bref, le soutien que nous cherchons de la société dans laquelle nous essayons de vivre. Donc, Jean-Pierre Lebrun, je te remercie, depuis on a appris à se tutoyer, je te remercie de ce courage. Il en faut. Cynthia Fleury, qui a de gros soucis, a un grand courage, elle aussi, de mener ce qu'elle est en train de mener. Et elle est à fond dans cette idée de se réunir à quelques-uns pour essayer de faire qu'on dépasse, qu'on aille au-delà de l'institutionnel, tu aimes bien appeler ça post-institutionnel, qu'on aille au-delà pour faire immersion, peut-être courageusement au un par un, mais sans pour autant ne cesser de se réunir, de mettre en commun nos pratiques et de les interroger. Alors, je crois que nous avons Oui, bon, je me présente, je suis Chilien Psychiatrie, ex-chef de l'école des champs freudiens au Chili. J'ai connu très bien Jacques-Alain Millet, par exemple. Je connais très bien la division de lacanien au niveau du mouvement français et belge, surtout au niveau des séminaires lacaniens, la traduction, que c'est très compliqué au niveau de l'Amérique latine, surtout au niveau de l'Argentin. Par exemple, je suis ex-membre de beaucoup d'écoles d'orientation lacanienne de l'Argentin. Et cette question, c'est très important parce que quand je vois le titre qui dit en espagnol « Medicina y psicoanálisis en la ciudad », pour moi, c'est très important parce que c'est autre chose quand je lis les psychanalyses et la médecine dans la cité. Parce qu'il y a une histoire noire de l'histoire de la psychanalyse, parce que c'est la division permanente. Oui. C'est un problème. Je lis que les prochains congrès des prochaines années qui parlent de la négativité, la place de la négativité, cette question pour moi c'est très important parce qu'il n'y a pas de sujet fixe au niveau de l'histoire. Je vois que vous êtes psychanalyste ancien, vieux, et les jeunesses plantaient autre question. Quand j'habite au Chili, et quand nous, chaque jour, je lis, par exemple, les discours de Donald Trump, le fascisme virtuel, dont la parole c'est dégradé, hein, par exemple. En espagnol, yo te felicito por esa pregunta. Je te congratulate parce que la division à niveau des mouvements psychanalytiques, c'est une question de pouvoir. Hein? Et je suis médecin. Jamais j'ai parlé mal entre collègues. Et au niveau de l'institution psychanalytique, c'est une constante que vous parlez. J'ai parlé très bien, je connais très bien Maud Manoni, Winnicott, Melanie Klein, et j'ai parlé lacanien très bien, hein, de topologique et logique. Hein. C'est l'école de l'Argentin, parce que c'est la raison que Lacan a traversé le continent et il était au niveau de la conférence de Caracas en 1980 qui plantait la question de psychanalyse parce que la division permanente au niveau de la France, c'est une cause horrible. Je peux parler beaucoup de l'effet négatif de la division permanente parce qu'il y a le regard de la société de l'autre qui nous mira. Qui nous regarde. Nous regarde. Oui,
Oui, merci Merci. beaucoup. Et je voulais laisser Sébastien répondre, non sans dire que une des choses auxquelles nous sommes très attachés, Jean-Pierre en a parlé un petit peu, c'est l'intergénérationnel. C'est que nous soyons de tous âges et de toutes disciplines à regarder tout cela ensemble. L'expérience des uns, l'élan des autres, le vécu des uns, l'espoir des autres, tout ça, c'est du commun aussi qu'il faut mettre. Voilà. Et Sébastien, il fait partie de cette mouvance avec une génération ou deux d'écart et il fait ça très bien. Répond. Je ne sais pas vraiment quoi vous répondre. Je vous remercie pour votre prise de parole. Mais je crois qu'effectivement, c'est un enjeu crucial pour la psychanalyse aujourd'hui. Je mesure mal les effets de ces divisions, par exemple, et de ces scissions au niveau international. J'ai quelques témoignages de collègues qui viennent du Brésil, par exemple. Écoutez, pour l'instant, voilà, je crois qu'il faut avancer sur cette question-là. Peut-être que de recueillir des témoignages justement des effets de ces divisions à l'étranger, ça pourrait être particulièrement riche. Après, voilà, moi pour le coup, je recueille les propos des psychanalystes sur ces questions-là. Et je ne sais pas vraiment comment je vais traiter tout ça, en plus, en réalité. Peut-être, oui. Si je peux dire juste un petit mot, je rappellerai quand même le bon mot, comme on dit, de Lacan. Faites comme moi, ne m'imitez pas. Hein, donc déjà, lui-même n'est pas du tout sur la société psychanalytique pyramidale, effectivement. Enfin, je suis bon, d'accord, hein, sur ce que vous avez dit. Je crois quand même que quelque chose a bougé depuis Lacan, et que Lacan a aperçu dans son tout dernier enseignement, qui n'est pas du tout facile à lire. Parce que moi j'ai pris appui sur le texte de 53, c'est le Lacan classique. Le Lacan des derniers séminaires, le tout dernier enseignement de Lacan, qui ne sont d'ailleurs pas tous publiés, c'est extrêmement difficile à lire. Et là on voit quoi ? On voit que Lacan a commencé à penser ou à réfléchir à la psychanalyse avec un changement dans le réel. Le réel a changé. Et ça change tout pour les psychanalystes. Et oui, on le voit tous les jours. Les attentats, Daesh, etc., en sont la face sombre de ce réel. Et là, il y a vraiment quelque chose où, effectivement, les anciens schémas qui sont bien confortables, surtout pour moi, un vieux comme moi, c'est que, voilà, classique, super, là, ça va. Hein, 53, ça va. Quand vous passez à 79, 78, 80, c'est autre chose. Sur Joyce, etc. Alors, je trouve qu'il n'y a pas de fulgurance, c'est vrai, mais il y a un apport de cette pensée qui, à mon avis, n'est pas suffisamment encore en acte du côté des psychanalystes. Hein ? Et juste un petit mot encore, la question du transfert. Il y a eu un amour de transfert par rapport à la psychanalyse, c'est vrai, mais le transfert a deux faces. Il y a une haine du transfert. Il y a un transfert de haine. Le sujet dont j'ai parlé, c'est un sujet qui est dans un transfert de haine avec moi. Si je bouge, il m'allume, verbalement, mais il m'allume. Je n'ai pas cité des exemples, mais j'en ai. Hein, parce qu'il n'y a pas du tout, même si je le connais depuis 15 ans, ce n'est pas du tout un transfert d'amour, c'est un transfert de haine. Ça existe, la haine.